tous, chers collègues. Notre commission d'enquête poursuit ses travaux pour cette 5e semaine d'audition en approfondissant un thème que nous avons déjà effleuré au cours des semaines passées dans le cadre d'échanges avec les organismes et experts que nous avons entendus, celui de l'accès des entreprises innovantes à la commande publique et indirectement celui de la promotion de la souveraineté numérique française et européenne. Cette problématique essentielle n'est pas étrangère au champ de notre commission d'enquête dans la mesure où la commande publique peut être un soutien à ces entreprises innovantes, leur permettant d'amorcer leur développement, de développer leur activité et donc d'être utile à notre économie. Pour partager avec nous son expertise sur la question, nous recevons M. Philippe Latombe, député de Vendée et rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le thème « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne » dont les travaux, plus de 80 auditions, se sont déroulés en 2021 et ont très largement abordé la question de la commande publique. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Monsieur le député, votre rapport formule 5 recommandations relatives à la commande publique qui vont du recours accru aux entreprises technologiques nationales et européennes par les personnes publiques à une refonte des directives pour mettre en place ce que nous avons déjà évoqué, un Small Business Act européen. Pouvez-vous nous expliquer les raisons et les objectifs qui vous ont conduit à ces conclusions ? Vous partagez par ailleurs avec monsieur le rapporteur, moi-même et de très nombreux membres de notre commission d'enquête des craintes sur les conditions d'hébergement en nuage chez les prestataires américains des données nationales sensibles relatives à la vie privée de nos concitoyens, à la recherche ou encore au fonctionnement de nos administrations. Ceux-ci sont soumis à une législation extraterritoriale, FISA Act, et Cloud Act, qui permet aux autorités américaines de solliciter auprès d'eux la communication des données présentes sur leurs serveurs, même si ceux-ci sont situés en Europe, et ce, sans aucune information des personnes concernées. Vous pourrez donc, si vous en êtes d'accord, nous expliquer comment nous en sommes arrivés là et s'il est encore temps d'y remédier. Pouvez-vous par ailleurs nous confirmer que notre tissu économique et technologique est capable d'offrir des alternatives aux GAFAM. Enfin, nous serions intéressés par le regard que vous portez sur la sensibilisation des acheteurs publics au sein de l'État et dans les collectivités territoriales sur ces problématiques particulièrement complexes, à l'heure où l'achat public a pris un virage écologique marqué à l'initiative du législateur. Devrait-il également prendre davantage en compte, selon vous, les aspects de souveraineté numérique, au risque peut-être de le complexifier davantage? Je vous laisse maintenant la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, ainsi que les membres de notre commission d'enquête. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment de cette invitation et de cette audition qui et du thème de cette commission d'enquête qui, je ne doute pas, va être extraordinairement intéressante et dont je serai vraiment preneur du rapport parce que je pense que effectivement ça a un lien très, très clair avec le rapport que j'ai pu commettre en 2021. Propos liminaire va très clairement, lors des auditions, des différentes auditions que nous avons pu mener en 2021, nous nous sommes évidemment tout de suite penchés sur la commande publique parce que nous avions une vraie question. C'était à l'époque du Covid, sur les outils numériques qui nous permettent de pouvoir fonctionner, que ce soit nous à l'Assemblée, vous au Sénat, mais l'ensemble de l'administration et aussi l'ensemble des entreprises. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait très clairement une dépendance très forte aux outils numériques, notamment américains, et que ceux-ci étaient adoptés quasiment sans commande publique dans la plupart des cas. On s'était intéressé à plusieurs domaines que je vais essayer d'aborder ici, tout en disant que on remarque au niveau européen depuis quelques semaines que, et je ne parle pas de l'actualité très récente sur les droits de douane de M. Trump, mais le rapport Draghi montre bien, et je pense que c'est un élément intéressant, que quand on compare la croissance européenne, la croissance américaine, quand on parle de croissance industrielle, nous sommes à peu près au même niveau entre les États-Unis et l'Europe,
et que le delta de croissance, le delta de valeur ajoutée, donc de PIB, sur les 10 dernières années, est lié aux services numériques. Ce sont uniquement les services numériques qui ont fait la différence entre les États-Unis et l'Europe sur cette partie de croissance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes très dépendants de ces outils. Je donne deux exemples. L'exemple et on en reparlera, de Microsoft et de sa suite Office, mais aussi de son cloud, et des produits très inconnus du grand public, mais très utiles pour l'ensemble des entreprises françaises et des administrations, qui par exemple VMware. VMware est un outil de virtualisation. On ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est quasiment le seul outil qui existe sur le sujet. Il fait partie de ceux qui ont le plus augmenté en termes de prix depuis un an. C'est-à-dire qu'ils ont pris 40% de hausse de valeur depuis que VMware a été racheté par Broadcom. C'est-à-dire que les licences ont été augmentées de 40% et elles seront réaugmentées au 10 avril d'à peu près 40% aussi pour les PME. On n'a pas d'autres solutions aujourd'hui que ces outils. Et donc on voit bien que notre dépendance, notre adhérence à la technologie américaine est très forte. Adhérence qui est d'autant plus importante, et vous l'avez souligné, que que les États-Unis soumettent l'ensemble des entreprises américaines et des citoyens américains à deux grandes règles. Il y a le Cloud Act, mais ça c'est un peu moins grave que le FISA. Le Cloud Act est l'obligation qui est faite à des citoyens américains ou des entreprises américaines de communiquer des données. C'est un peu moins grave que le FISA parce que ça passe d'abord par un juge. Et donc, il y a une forme de contrôle judiciaire, qui n'est pas forcément le même qu'en Europe, mais il y a un contrôle judiciaire. Le FISA est plus embêtant, puisque c'est une autorisation qui est donnée par le président des États-Unis via un executive order qui permet aux centrales de renseignement américaines de pouvoir collecter des informations sans passer par un juge et sans informer le détenteur des informations ou le propriétaire des informations qui les collecte. Et on y reviendra sur le sujet. Nous avons, dans le cadre de la mission que j'avais commis en 2021, regardé deux sujets en particulier. Les données de santé, puisque nous étions en pleine crise Covid, et donc nous avions commencé par ce sujet-là. Et nous étions intéressés à l'identité numérique, qui était un sujet qui émergeait au niveau européen et pour lequel nous souhaitions pouvoir regarder les choses. Et à ce titre-là, nous avons regardé le support physique de cette identité numérique en France, qui est la carte nationale d'identité électronique, et je pense qu'on pourrait y revenir aussi. Sur les données de santé, la première remarque que nous étions faites, c'est qu'il y avait eu, après le rapport qui avait été commis par Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, la création de ce qu'on appelait le Health Data Hub, qu'on appelle dorénavant la plateforme des données de santé depuis que le terme Health Data Hub a été interdit, mais tout le monde l'appelle Health Data Hub, donc je ne peux pas m'en empêcher, depuis que le tribunal de Paris a demandé à ce qu'on francise le nom. Le Health Data Hub, qui est aujourd'hui l'organisme, alors c'est un GIP, donc on pourra peut-être en reparler, qui le rend un peu plus distant du ministère de la Santé que si c'était une direction dépendante du ministère de la Santé, qui a pour objectif de centraliser la recherche en France, et notamment devait bénéficier d'une copie du SNDS, qui est l'ensemble des données de santé issues de la Caisse nationale d'assurance maladie, donc qui touche l'ensemble des Français sur une profondeur assez importante, puisque c'est 40 ans de données de santé sur l'ensemble des Français, et des données qui sont très intéressantes parce qu'elles sont très bien codifiées. C'est-à-dire que le malheur français, on nous explique qu'il y a trop d'administration. Son gros avantage, c'est que quand l'administration passe, elle attribue aux données de santé un code qui permet de pouvoir traiter l'ensemble des données de façon très fiable, puisqu'on sait exactement quel traitement a eu qui, quand, comment est-ce que ça a été remboursé, qui l'a délivré, enfin on a toutes les informations, ce qui est une mine d'or, très clairement aujourd'hui, pour la recherche médicale, et que beaucoup de monde nous envie. Il a été confié au Health Data Hub la recherche en lui promettant d'avoir une copie du SNDS pour pouvoir faire des recherches. Et à l'époque, nous nous étions émus, dans le cadre du rapport, que le Health Data Hub puisse héberger l'ensemble de ces données chez Microsoft, chez Azure en particulier. Et tout cela sans appel d'offres. Alors, on avait posé la question, on nous avait expliqué, oui, mais c'est normal parce que on est passé par l'UGAP, puisqu'on était dans une phase de construction du Health Data Hub, et donc on n'avait pas besoin de passer par de la commande publique, il suffisait de passer par de l'UGAP, et c'était suffisant. Des sénateurs, sénatrices, comme des députés, ont posé la question ensuite aux différents ministres concernés, lors de questions d'actualité, et il y a eu deux réponses identiques, l'une au Sénat,
vous la retrouverez, l'autre à l'Assemblée, je vous la fournirai, dans lequel le ministre de la Santé de l'époque, et je crois que même les deux ministres l'avaient dit, ministre de la Santé et secrétaire d'État au numérique à l'époque, avaient dit qu'il y aurait une réversibilité de l'hébergement pour aller de chez Microsoft vers quelque chose de souverain. On était en pleine définition de la doctrine cloud au centre, cloud de confiance à l'époque, et que cela se ferait dans les 18 mois. 3 ans plus tard, ça n'a pas été fait. Ça n'est toujours pas d'actualité quand on interroge le Health Data Hub. C'était prévu dans ce qu'ils appellent leur roadmap pour le 3e trimestre de 2025. Pour que ça puisse se faire, il faut à peu près 18 mois de travaux préalables. Ils n'ont pas été faits, ces travaux. Donc l'objectif du 3e trimestre 2025 ne sera jamais atteint. D'où l'ensemble des questions que je pose depuis des mois et des mois au Health Data Hub et pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Je leur demande des documents très précis, puisqu'ils sont conseillés depuis l'origine à l'origine, d'après les informations que j'ai, mais je n'ai pas les réponses définitives. Ils ont été conseillés par le cabinet qui s'appelle Open, qui a été ensuite repris par Capgemini et qui fait du conseil à la direction générale, c'est-à-dire du conseil de stratégie pour le Health Data Hub. J'ai demandé la communication des contrats, ainsi que du nombre de consultants et du tarif horaire des consultants ou tarif journalier des consultants, ainsi que des travaux rendus par ces consultants auprès du Health Data Hub pour comprendre quelle était la stratégie qui avait conduit le Health Data Hub à ne pas obéir aux instructions des ministres qui avaient été successivement imposées normalement au Health Data Hub. J'avais fait une demande avant la dissolution, j'ai refait une deuxième demande juste après le renouvellement de l'Assemblée. Question auquel j'ai eu une réponse de la directrice générale du Health Data Hub qui m'a renvoyé au code des relations entre l'administration et les administrés en me disant que sans réponse de sa part sous un mois, je n'avais qu'à faire une demande CADA. Alors évidemment, j'ai réécrit immédiatement en disant que je ne faisais pas une demande en tant qu'un simple administré, mais en tant que parlementaire. On m'a répondu que je n'avais qu'à faire une demande et que si sous un mois ne me répondait pas, il suffisait que je saisisse la CADA. J'ai donc décidé de saisir la CADA il y a 15 jours. Mais pour autant, ça va prendre quelques temps avant d'avoir ces documents. Sachant que le contexte géopolitique actuel urge dans l'idée de pouvoir faire de la réversibilité. Vous m'avez interrogé au départ sur est-ce que nous avons des solutions pour héberger ces données? Oui. Et je ne vais pas faire la liste de toutes les entreprises françaises qui peuvent le faire. Il y en a qui sont très connus et qui sont des gros faiseurs. On peut parler d'OVH, mais il y a aussi du Scaleway, il y a aussi du NumSpot depuis quelques jours. Il y a de Loudscale, il y a du Cloud Temple. Enfin, il y a une possibilité de le faire très importante. Et nous avons aussi des solutions qui sont déjà utilisées par les universités et par certains labos de recherche, qui s'appelle le CASD, qui est une solution qui avait été proposée d'ailleurs dans le rapport sur les données de santé par M. Marchand-Harvier, qui est conseiller d'État, qui est maintenant directeur de cabinet de Mme Vautrin, et qui le mettait dans une de ses préconisations principales sur le Health Data Hub. Donc voilà, moi aujourd'hui sur les données de santé, je ne lâcherai pas l'idée que nous avons un souci d'adhérence à Microsoft et à Azure avec le Health Data Hub, et que nous avons besoin d'aller creuser plus loin. Si vous pouvez participer à cette recherche de ce qui se passe, j'en serais heureux. Je ne suis pas adepte du complot et de quoi que ce soit, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de réversibilité du tout depuis plus de 5 ans, alors qu'il y a eu des demandes de la part des ministres, pose problème. Voilà. Et donc il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses et qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Ça, c'est un des points que vous retrouverez dans le cadre du rapport que j'avais commis en 2021. Le deuxième point, c'était la carte nationale d'identité électronique, puisque l'identité numérique est quelque chose d'absolument essentiel pour l'État français et pour tous les États. On est vraiment sur le sujet le plus régalien que nous pouvons avoir. Pour partie, nous avions en 2021 commencé à travailler au niveau européen sur la définition d'une identité numérique européenne. Mais chaque pays avait la main encore sur la façon de décliner cette identité numérique. La question du wallet, portefeuille en anglais tel qu'il est prévu par la Commission européenne, n'était pas encore d'actualité. Et donc la France avait commencé à développer une volonté de faire une identité numérique et de la faire
supportés physiquement par une carte nationale d'identité électronique, d'où l'intérêt que nous avions porté à ce sujet. Nous nous sommes heurtés à l'imprimerie nationale, qui a à l'époque refusé de répondre réellement à nos questions, et notamment sur qui étaient les sous-traitants ou les entreprises avec lesquelles ils travaillaient pour pouvoir construire cette carte nationale d'identité électronique. Vous le retrouvez dans le rapport, je l'ai écrit en langage le plus diplomatique possible, mais vous noterez une certaine forme d'agacement dans la rédaction que j'avais pu avoir à l'époque, puisqu'un certain nombre de questions ont fait l'objet d'allers-retours multiples. Par exemple, nous étions posé la question à l'époque de savoir pourquoi il n'y avait pas de photo en couleur sur la carte nationale d'identité électronique. On nous avait répondu dans un premier temps en audition, qui est publique, que c'est parce que les forces de l'ordre ne voulaient pas de photo couleur, mais que la photo en noir et blanc leur allait mieux. Bon. Quand nous avons interrogé pour vérifier certaines forces de l'ordre, et notamment les policiers de l'air et des frontières, parce que c'est quand même eux les principaux, ils nous avaient expliqué que la photo en couleur, ça serait très bien. Donc on a réinterrogé l'imprimerie nationale, qui nous a dit ensuite, oui, mais nous n'avons pas de prestataire capable de graver de façon fiable sur les photos en couleur sur la carte nationale d'identité électronique. Bon. À notre connaissance, à l'époque, il y avait au moins 2 prestataires, dont un européen, qui pouvait le faire parfaitement et qui n'avait pas été retenu. Il en va de même pour un certain nombre de technologies d'encre, d'hologrammes, qui sont sur en fait des points de sécurité physiques pour éviter les copies. Et donc nous avions interrogé à l'époque l'imprimerie nationale pour savoir pourquoi est-ce que des entreprises européennes, françaises et européennes, n'étaient pas aujourd'hui utilisées par l'imprimerie nationale, et pourquoi ils retenaient une entreprise suisse, SICPA, qui en plus a une réputation un peu sulfureuse, puisqu'elle est mise en examen, ou en tout cas accusée dans un certain nombre de pays de corruption. Et donc on avait posé la question à l'imprimerie nationale, qui nous avait dit qu'il n'y avait aucun fournisseur de français, européen, hormis SICPA, sur ce segment. Nous avons cherché, nous avons interrogé une entreprise qui s'appelle Crime Scene Technologies, CST, qui fait des encres optiquement variables, qui sont aujourd'hui à l'état de l'art, et pour lequel l'imprimerie nationale nous a expliqué qu'il n'était pas à l'état de l'art. Et nous n'avons jamais pu avoir les informations nécessaires pour vérifier que ce qu'il disait était conforme, et que CST n'était pas en capacité de fournir des encres qui correspondaient au cahier des charges. Il se trouve que depuis quelques années, cette entreprise fournit d'un certain nombre de pays européens pour sécuriser les passeports, les cartes d'identité, les permis de conduire. Nous avons la même réglementation que ces pays, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Et plus globalement, nous n'avons jamais pu obtenir l'information d'un appel d'offres de la part de l'imprimerie nationale pour l'ensemble des composantes de la carte nationale d'identité électronique, ni obtenir le coût de cette carte. C'était une de nos questions. Est-ce que cette carte, combien est-ce qu'elle coûte? On sait ce que l'État verse à l'imprimerie nationale par carte aujourd'hui. Nous n'avons aucune idée de son coût, de son prix de revient. C'était pas de la curiosité mal placée, c'était pour savoir si, et c'est de façon plus large, puis ensuite je m'arrêterai là, mais pour savoir si, dans le cadre de la commande publique, il n'y avait pas une captation de valeur de la part des grandes entreprises, qu'elles soient publiques, comme l'imprimerie nationale, ou que certaines ESN, entreprises de services numériques, pouvaient avoir. On a remarqué qu'il y avait beaucoup d'appels d'offres de très grands montants, pour lesquels les petites entreprises étaient incapables de répondre parce qu'ils étaient trop importants. Du coup, ces appels d'offres sont plutôt obtenus par des grandes entreprises de services numériques qui ensuite les allotissent. Et la question se posait de savoir si la valeur ajoutée n'était pas captée par les ESN et non pas dirigée vers les entreprises. D'où la proposition que nous avions faite de faire un Small Business Act à l'européenne, c'est-à-dire qu'on allotisse la commande publique, qu'on fasse des petits morceaux de commande publique vers des entreprises de taille intermédiaire ou des PME pour que la valeur ajoutée puisse aller à ces entreprises, qu'elles puissent continuer en créant de la valeur à pouvoir faire de la recherche et développement et qu'on puisse avoir un tissu qui devienne mature. C'est en cela que nous avons fait cette proposition et ça répond à une de vos questions de tout à l'heure.
Pour l'instant, je m'en arrête là, mais il y a des sujets d'actualité. On pourra peut-être en parler. Microsoft dans l'administration aujourd'hui, des contrats, puisqu'on est dans la loi narcotrafic. Vous avez déjà vu au Sénat que nous sommes en train de, enfin, que nous avons vu à l'Assemblée nationale aussi, et que nous reverrons lors d'une commission mixte paritaire très certainement dans quelques temps. Il y a une question sur le contrat de Thales avec Antenne J pour les interceptions, pour lequel je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce que on exclut un certain nombre de petites entreprises qui ont un savoir-faire et qui permettraient d'aider les forces de l'ordre. Aujourd'hui, c'est une des questions que vous avez posées, enfin qu'un certain nombre de sénateurs ont posé via un amendement dans narcotrafic, que moi j'ai posé aussi à l'Assemblée nationale et pour lequel nous avons eu une fin de non-recevoir de la part du gouvernement. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe vraiment sur cet appel d'offres. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur Latombe. Vous éclairez beaucoup sur votre commission d'information. On a la chance, nous, d'être en commission d'enquête. Donc, apparemment, vos demandes, on va les faire nous-mêmes par écrit pour avoir des réponses précises. Vous avez parlé de l'imprimerie nationale. Effectivement, c'est un sujet que je connais un peu, puisque j'ai fait une intervention à l'époque, il y a 2 ans, auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui m'a répondu « c'est la loi, c'est la loi ». La société que vous parlez a vraiment une technologie magnifique. Je vous le montre. On le met sur le blanc, ça devient bleu. On le met sur le noir, ça devient rouge. C'est une lecture directe. Et tous nos voisins, même les Américains, sont en train de reprendre ça. Et nous sommes les seuls à n'avoir pas pris. Elles ont des éléments assez concrets derrière, je pense, pour nous expliquer comment ça se fait que ça a été écarté, puisqu'ils n'ont même pas été dans le cahier des charges. L'imprimerie nationale était normalement supervisée par l'ANTS, l'Agence nationale de sécurité, qui avait des recommandations à faire dans l'appel d'offres, recommandations sécuritaires. Et ce n'a pas été écouté. En fait, on a l'impression que c'est l'imprimerie nationale qui a été donneur d'ordre, qui a tout fait. Et que l'Agence nationale d'éthique de sécurité est derrière, alors que ça doit être l'inverse. Vous pouvez nous expliquer ce que vous en savez? La vraie question est, aujourd'hui, je n'ai pas aujourd'hui eu de trace d'un appel d'offres de l'imprimerie nationale pour la carte nationale d'identité électronique. Ils ont dit à l'oral à la commission qu'il y avait eu un appel d'offres. Ils l'ont redit à plusieurs reprises, directement ou indirectement, notamment à l'occasion de questions parlementaires au Sénat comme à l'Assemblée, dans la bouche de Gérald Darmanin, c'était Gérald Darmanin déjà, ou son prédécesseur, dans lequel il disait qu'il y avait eu des appels d'offres. Et nous n'avons pas vu ces appels d'offres. Et je ne sais pas s'il y a eu des appels d'offres. Et nous n'avons pas la capacité à vérifier s'il y a eu des appels d'offres ou pas. Toute la question aujourd'hui est là, c'est est-ce qu'il y a des appels d'offres ou pas. Sur le Health Hub, on nous dit, je reviens dessus, il n'y a pas eu besoin d'appel d'offres parce que nous avons fait appel à l'UGAP. Le ministre, il y a plus de 2 ans et demi, 3 ans, dit dans 18 mois, ça aura basculé sur du souverain, il y aura eu un appel d'offres et on aura basculé. Je n'ai pas d'appel d'offres à ce jour et ça n'a pas basculé. Donc la vraie question, c'est peut-être de savoir s'il y a vraiment des appels d'offres, s'il y a une volonté de faire des appels d'offres sur un certain nombre de sujets. Très clairement aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé avec le Health Data Hub et les décisions récentes sur le sujet, qui ont été autorisées par la CNIL pour héberger, donc on parle de EMC2 et de la dernière demande, je ne sais plus comment s'appelle le programme européen, le Health Data Hub dit il n'y a pas de solution française. Et donc, c'est même pas la peine de faire un appel d'offres, parce que si on fait un appel d'offres, forcément, ça va montrer... La réponse, qui est assez lunaire, a été de dire il ne faut pas qu'on fasse d'appel d'offres, parce que ça serait même préjudiciable au tissu industriel français et européen. Parce que si on fait un appel d'offres, on ne les retiendra pas, et ça montrera qu'ils sont mauvais. Sauf que, quand on pose la question aux entreprises, à toutes les entreprises qui ont été sollicitées sur la partie d'hébergement de données de santé, on ne leur a pas posé les mêmes questions entre eux et les Américains. On leur a demandé un certain nombre de briques technologiques, on leur a demandé si ces briques technologiques, ils les avaient sous forme Secnum Cloud. Ils ont répondu non. Ils n'ont pas de marché aujourd'hui, donc ils ont dit non, mais on est en capacité de les développer sous 12 mois maximum, mais on les a en hébergement de données de santé, HDS. Ces mêmes questions n'ont pas été posées aux hyperscalers américains de type Microsoft Azure ou AWS, puisqu'ils ne sont pas Secnum Cloud et ils ne peuvent pas être Secnum Cloud. Donc on leur a simplement demandé s'ils avaient la brique technologique, et la brique technologique en hébergeur de données de santé. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Et donc si les appels d'offres sont faits en disant qu'il faut qu'il y ait 2 poids, 2 mesures, ça ne passe pas, donc c'est certainement une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'appel d'offres. Voilà, très clairement. Et donc c'est une des questions. Et puis sur la partie de la carte nationale d'identité, il y a une forme de... ce qu'on peut comprendre, mais c'est là où votre commission peut avoir un intérêt, ce qui n'était pas
le cadre de ma mission, parce que c'était une mission d'information parlementaire, qui n'avait pas du tout le même régime juridique que celle que vous avez. Il y avait une notion de secret, de secret industriel, de choses qui disaient ben, vous touchez à quelque chose de très important qui est la carte nationale d'identité électronique, donc on va vous en donner le minimum parce que vous avez besoin que de savoir ça. Et donc je n'avais pas la possibilité de creuser plus que ça. Je pense que ça nécessiterait de pouvoir regarder de façon plus approfondie les éventuels appels d'offres, qui a été sélectionné, comment ça s'est passé. Une question complémentaire. J'ai eu l'occasion de visiter OVH, qui est quand même le 4e mondial pour l'hébergement pour les clouds, qui a une position propre et interne. On les met de côté, mais au départ, le cabinet qui prépare, soi-disant, les appels d'offres ou les recommandations, est-ce qu'on ne trouve pas toujours les mêmes au départ, type McKinsey ou autre? Parce que j'ai une corrélation, j'ai l'impression qu'il y a... Dans le domaine du numérique, vous avez toujours un peu les mêmes, que ce soit des cabinets de conseil pour l'État du type McKinsey, d'ailleurs qui a fait l'objet d'un rapport parlementaire sénatorial sur le sujet, et ensuite une proposition de loi, qui a bien montré qu'il y avait une forme d'utilisation de ces cabinets parce qu'il y avait une perte de compétences aussi de la part de l'État sur ces sujets-là, mais aussi par simplicité. Et puis dans le cadre du numérique, vous avez systématiquement les mêmes ESN, les mêmes entreprises de services numériques qui fournissent des conseils pour construire les appels d'offres, pour ensuite dépouiller les réponses et pour ensuite architecturer la mise en place de ces solutions. Je ne vais pas donner les noms, mais vous en avez 4 ou 5, vous les connaissez tous. Il y en a un qui va moins bien et qui est moins présent, c'est Atos, parce qu'il a ses propres difficultés. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans le domaine des supercalculateurs, on l'a vu avec le ministère de la Défense, il y a eu un moment où on s'est posé la question de savoir pourquoi ce n'était pas Atos et pourquoi on passait directement via des Américains. On peut comprendre la position de dire que à l'arrivée, de toute façon, il n'y a qu'un seul fournisseur de puces qui permet de faire les supercalculateurs, donc que ce soit Atos qui fasse l'architecture ou un Américain, de toute façon, on achète des puces. Je pense que cette question méritera de se reposer dans les quelques semaines qui viennent, compte tenu des difficultés que nous avons avec nos petits camarades américains en ce moment sur le sujet. Mais vous voyez bien que nous avons systématiquement les mêmes. C'est d'où, toujours, je reviens sur cette proposition que nous avions faite et qui a été assez largement reprise et qui, je pense, maintenant fait son chemin. En tout cas, à l'Assemblée, elle le fait, et je pense qu'au Sénat, elle le fait aussi, d'un Small Business Act. Qu'on ait une commande publique allotie, qu'on ait la capacité, au sein de l'État, à allotir les appels d'offres, pas faire des appels d'offres à plusieurs millions, dizaines ou centaines de millions d'euros, parce qu'aucune entreprise n'a les reins suffisamment solides pour se permettre de répondre à de tels appels d'offres. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut avoir un BFR très important pour pouvoir supporter ces contrats. Et donc, financièrement, ça nécessite une structure financière très, très forte. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'État paye mal et long. Et donc, ça veut dire que même si on a le contrat, ça nécessite ensuite de pouvoir voir des établissements bancaires pour pouvoir obtenir de la trésorerie en contrepartie du contrat. Ça coûte extraordinairement cher et ça grignote la valeur ajoutée et la marge qu'il peut y avoir sur les contrats. Donc, il faut absolument que la commande publique soit une commande publique beaucoup plus allotie, de plus petite taille et avec des délais de paiement qui sont certains et fiables. Dans le contexte budgétaire actuel, c'est peut-être là où ça pêche le plus. Une dernière question, avant de passer la parole à mes collègues. Pensez-vous, une idée, par rapport aux différentes nominations de gens qui sont ministères, qui se retrouvent après dans des cabinets de conseil ou autres, une forme de pantouflage qui permet justement d'éviter certaines choses? On se rend compte quelquefois des nominations à N-1 ou à N+1 de personnes qui sont aux affaires nationales d'importance et qu'on retrouve de l'autre côté de la barrière quelques temps après. Votre opinion là-dessus, d'après votre enquête? Là, c'est mon opinion que vous demandez, donc je vais vous livrer mon opinion à moi personnelle, pas celle de la commission à l'époque, parce que nous n'avions pas abordé ce sujet-là, donc je répondrai qu'en mon nom. Effectivement, en tant que député, je suis parfois assez surpris des mouvements qu'il peut y avoir entre l'administration et le privé et l'administration. Qu'il y ait une forme de fertilisation croisée, oui, il va falloir l'encadrer de façon beaucoup plus stricte. Peut-être en limitant le nombre d'allers-retours qui sont possibles. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous appartient à nous, législateurs, de prendre en compte et pour lequel nous devons nous en emparer. Il y a des mouvements qui sont des mouvements rapides, et c'est ceux-là qui sont les plus ennuyeux.
ça peut avoir son intérêt d'avoir la capacité d'insuffler au sein de l'administration des réflexes d'entreprises privées pour mettre de l'agilité, pour mettre un certain nombre de choses. C'est plus embêtant quand il s'agit de personnes qui viennent du public, qui viennent de l'administration, qui viennent des cabinets, qui ont un carnet d'adresses très important et qui le mettent à disposition d'entreprises privées pour qu'elles puissent obtenir des contrats ensuite avec l'État. Donc il faut qu'on regarde très certainement en tant que législateur comment est-ce qu'on peut l'encadrer. Je ne jette pas la pierre à la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique. Elle applique les règles que nous avons votées, vous et moi, enfin vous et nous. Je pense qu'il faut que nous nous posions la question aujourd'hui de ces allers-retours, très clairement. Parce que dans le domaine du numérique, on voit une forme de porosité de l'administration à des grands groupes, notamment américains, qui posent des questions. Merci, monsieur le député. Moi, j'avais simplement une petite question complémentaire s'agissant du Small Business Act que vous appelez de vos voeux, et c'est une préoccupation, je pense qu'on peut très largement partager, mais en réalité, dans le contexte juridique et politique actuel, à la condition d'avoir la volonté politique, on pourrait imaginer d'autres schémas que ceux qui existent et que nous allons investiguer, c'est-à-dire sur l'allotissement, sur le délai de paiement, sur le sourcing inversé, etc. Il y a des marges de manœuvre qui existent aujourd'hui et qui, selon vous, ne sont pas utilisées. Alors, est-ce que c'est, selon vous, un défaut de volonté politique ? Est-ce qu'il y a, là aussi, et si vous ne souhaitez pas répondre parce que vous n'avez pas les éléments suffisamment robustes, n'hésitez pas à nous le dire, mais quand vous rapportez le témoignage d'entreprises qui disent clairement qu'on ne leur pose pas les mêmes questions, on peut assez rapidement imaginer qu'en réalité, tout était ficelé d'avance et que le schéma était bien défini. Alors, est-ce que vous avez des raisons de l'imaginer, vous, de votre côté ? Est-ce que, selon vous, il y a d'autres considérations qui entrent en ligne de compte au regard des informations que vous avez pu récolter ? Pour répondre à votre question, oui, nous avons des outils. L'allotissement en est une, la question des délais de paiement aussi. On a la capacité juridique aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre de choses qui pourraient ressembler à un Small Business Act. Il manque une seule chose, oui, il manque de la volonté politique, il manque du courage. Je le développerai ensuite. Le gros avantage de faire quelque chose au niveau européen de ce type-là, c'est que, ça s'imposerait à l'ensemble des pays européens, et donc c'est toujours préférable plutôt que d'avoir un pays qui fait quelque chose dans son coin et qui puisse éventuellement être mis à l'écart ou en tout cas montré du doigt. Donc je pense que ça serait intéressant que ça soit au niveau européen que ça soit fait. Ça permettrait aussi de lever ce frein du courage. C'est que si c'est imposé par l'Europe, ça permettrait à l'ensemble des acheteurs publics de dire « Ah, c'est quelque chose qui vient de l'Europe, donc on est obligé de l'appliquer ». Ça les dédouanerait un peu de cette... On a un mal français, je pense, dans le cadre de la commande publique, c'est que nous avons il y a très longtemps, été vilipendés par les Européens et par un certain nombre de pays voisins, et donc par la Commission, parce que nous manquions de transparence sur un certain nombre d'appels d'offres, etc. Et nous avons voulu être plus vertueux que vertueux dans un certain nombre de cas. Et donc, il y a très clairement une volonté de faire des appels d'offres les plus propres possibles et donc de privilégier absolument personne pour qu'on ne puisse pas nous taxer de privilégier les entreprises françaises au détriment d'autres entreprises. Donc il y a des possibilités, l'allotissement en est une, les délais de paiement sont un autre. Sur les données sensibles, il y a la capacité aujourd'hui de mettre dans un appel d'offres, et ça serait bien qu'on puisse aller jusqu'à ce que ça soit marqué dans un appel d'offres et qu'un concurrent exclu de la commande publique puisse aller devant le Conseil d'État pour qu'on voit la robustesse juridique des choses, mais on pourrait demander est-ce qu'il y a une immunité aux règles extraterritoriales non européennes dans un appel d'offres concernant des données de santé, par exemple, qui sont des données extraordinairement sensibles. Nous pourrions parfaitement mettre dans un appel d'offres que nous souhaitons que l'entreprise soit immune aux règles extraterritoriales non européennes et qu'on aille jusqu'au Conseil d'État pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'il n'y aurait pas de souci avec le Conseil d'État parce que dans le cadre des lois les plus récentes, je pense à SREN en particulier, nous avions mis ces conditions dans le cadre de la loi. Et je pense que là, nous pourrions aller plus loin. Pourquoi ça ne se fait pas ? Un manque de courage, très certainement aussi parce qu'il y a une forme de... L'administration est tellement adhérente. Quand je dis adhérente, c'est l'adhérence, c'est d'être collé, c'est l'adhérence au sens physique des choses,
à des technologies américaines, elle a tellement l'habitude de les utiliser qu'elle ne veut pas en changer. Je le vois dans l'appel d'offres très récent qui a été publié hier du ministère de l'Intérieur, qui nomme très expressément des licences Microsoft en demandant à ce qu'un prestataire puisse intervenir en utilisant des licences Microsoft. Tout ça parce qu'ils ont des licences Microsoft et qu'ils ne veulent pas en fait changer les usages au sein de l'administration. Dans le contexte actuel, il faut peut-être se poser les questions. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai écrit à la ministre de l'Éducation nationale à propos de Microsoft et de l'éducation nationale, parce que je ne comprends pas comment on peut, dans un pas de temps de 15 jours, envoyer une circulaire à l'ensemble des recteurs pour leur rappeler qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des suites états-uniennes dans les espaces numériques de travail des élèves, et 10 jours après, passer un appel d'offres pour plus de 70 millions avec Microsoft pour équiper l'administration centrale de l'éducation nationale. Il y a quelque chose aujourd'hui qui m'échappe. Très certainement que ce qu'on commence à nous répondre, c'est de nous dire, bah oui, mais c'était un appel d'offres qu'on avait commencé à travailler il y a 18 mois. Oui, enfin, il y a 18 mois, on s'était déjà posé la question, SREN était déjà sur la table, et nous avions déjà une doctrine cloud au centre, donc je ne vois pas pourquoi on a continué à faire ce genre de choses. Très certainement, il y a une partie d'habitude. Pour répondre très clairement à votre question. Une partie d'habitude. Pas que, mais très certainement une grosse partie d'habitude. Et un défaut de pilotage politique aussi, très clairement, parce qu'entre les discours des uns et des autres et les actes, il y a quand même un hiatus assez pilotage marqué. politique, et puis il nous manque très certainement aujourd'hui au sein de l'administration, ce qui commence à arriver pour la partie conseil suite au rapport sénatorial, puis ensuite à la loi. Il y a eu la création d'un service de conseil au sein de l'État, mais qui est totalement débordé parce qu'il est sous-staffé très clairement. Il nous manque une ESN d'État qui soit en capacité d'aider chacun des ministères à rédiger leur cahier des charges, ensuite à rédiger les appels d'offres et les aider à mettre en œuvre, à piloter les changements. On voit trop de projets informatiques qui ratent dans tous les ministères sur ce sujet. Merci. Madame Morin-Desailly. Oui, Monsieur le Président, vous avez raison. En fait, ce qui manque, c'est le pilotage politique. Parce que vous interrogez la DINUM, comme j'ai eu l'occasion de le faire lors de nombreux rapports, il n'y a pas de pilotage politique. Ils sont en roue libre, ils font ce qu'ils veulent. Au niveau de l'éducation nationale, pour mettre aussi ému du choix de Microsoft, en tout cas du renouvellement du contrat passé avec Microsoft, récemment, j'enquête un petit peu et je m'aperçois qu'entre la DGESCO, donc la Direction générale de l'enseignement scolaire, et la Direction du numérique, il n'y a aucune concertation, aucune coordination. Que dit le ministre dans tout ça? On n'en sait rien. Et pourquoi le ministre ne dit rien? C'est parce qu'au plus haut niveau du gouvernement, il n'y a pas une coordination générale assurée comme on l'a dans certains autres pays. Prenons les États-Unis, pour exemple, qui ont su développer leur écosystème. Il n'y a pas de ce qu'on appelle un chief, en bon français, un chief technical officer, qui va coordonner la vision, la stratégie que tout ministère doit porter, parce que on a décidé qu'on aurait, on allait construire notre autonomie stratégique en fonction, en effet, de la sensibilité des données. Donc, il n'y a aucune coordination générale. Donc, du coup, les appels d'offres ne sont pas non plus pensés et rédigés de façon à intégrer un certain nombre d'éléments. Alors, Philippe Latombe a raison. On pourrait très bien, dans le cadre des appels d'offres, intégrer l'immunité aux lois extraterritoriales. De toute façon, la loi, désormais, oblige depuis SREN à sécuriser et réguler l'espace numérique, puisque nous avons introduit, ça a commencé ici au Sénat, dans l'article 31, la notion de données sensibles et l'obligation d'avoir recours à des solutions souveraines françaises ou européennes. Donc ça serait un élément important. Philippe dit manque de courage, manque etc. Moi je dis surtout c'est une philosophie. C'est quand même c'est pas un manque de courage pour moi, c'est jusqu'à une période très récente, c'était comme ça, et c'est mieux comme ça, parce qu'on pratiquait en même temps l'autodénigrement permanent de nos propres entreprises. Ça a été monnaie courante, et encore récemment, on vous dit, il n'y a pas de solution alternative, y compris pour la plateforme des données de santé. Et quand
Donc Philippe parle des différents ministres qui sont succédés. Moi, je dis que la doctrine a changé que très récemment, en réalité. Parce que c'est pratiquement, je cible le changement de doctrine à partir du moment où Jean-Noël Barrot arrive et au portefeuille du numérique. En fait, c'est au lendemain de l'élection présidentielle de 2022. Mais jusqu'à 2022, Jean Castex, etc., Elisabeth Borne vous disent la main sur le cœur qu'ils vont, quand on leur écrit, je vous ai donné le courrier, qu'il va y avoir en effet un appel d'offres, mais il n'y a jamais d'appel d'offres de passé, rien ne bouge. Et à partir de 2022, c'est là que le scandale éclate. Pendant la campagne présidentielle, souvenez-vous, c'est à ce moment-là que la plateforme est mise en sommeil, parce que il est plus politiquement correct, en réalité, de poursuivre les travaux de la plateforme, eu égard d'abord à son coût, je sais plus quoi, évalué à quelques 80 millions d'euros, hein, ça a coûté cette affaire-là, et en même temps une non-maîtrise des données en matière de souveraineté. Donc c'est à partir de 2022, moi, que je sens qu'il y a un changement où on se dit, bon, oui, c'est vrai, on ne peut plus continuer comme ça, à avoir recours à des solutions extra-européennes. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, Philippe a rappelé cette interprétation sur la plateforme des données de santé. Hein. On a commencé ici au Sénat le 16 juillet 2020, quand j'interroge Olivier Véran, qui tombe de l'armoire, parce que c'est le conseiller du président de la République, qui s'est dit, qui a choisi tout seul dans son coin l'histoire de Microsoft. Il faut quand même dire les choses. Sans appel d'offres spécifique, il y aurait dû avoir un appel d'offres puisqu'il y avait des développements de cette plateforme et des fonctionnalités nouvelles, il y aurait dû y avoir un appel d'offres, et les entreprises écartées a priori, parce qu'elles n'ont même pas été consultées, OVH, Dassault Systèmes, Bernard Charlet se plaint directement auprès d'Emmanuel Macron, n'ont jamais été consultés, ne serait-ce que prendre un avis, rien du tout. Donc il y a eu un choix sciemment établi d'avoir recours directement à une technologie extra-européenne et de ne pas se préoccuper de l'offre française sur le marché. Moi, je crois qu'il faut dire les choses, parce que c'est ce qui est dit très explicitement à l'époque. Je voudrais juste revenir sur la doctrine cloud au centre. Elle est formulée en réalité, en tout cas on l'a vécu, et on interrogera d'autres peut-être d'autres acteurs qui ont vécu et qui vivent aussi cette ostracisation à travers les appels d'offres, mais ils ont très mal vécu aussi l'élaboration à l'époque de la doctrine cloud au centre, qui était une réponse en fait un peu déguisée pour continuer à pouvoir permettre à de la constitution de groupes avec des représentants des technologies américaines associés à des technologies françaises pour continuer à permettre d'octroyer ces marchés. Il faut quand même aussi peut-être éclaircir ce passage, mais il est important. Il n'a pas été très bien vécu au démarrage. Voilà ce que je voulais rajouter. Puis le Small Business Act, Philippe a raison. Ici au Sénat, on le réclame depuis 2013. Premier rapport 2013, deuxième rapport 2015. Et on peut voir peut-être l'espoir d'un changement avec la révision européenne prochainement. Sur la commande publique, où apparaissent la possibilité que certains secteurs justement soient comment dirais-je dit exceptionnels pour permettre une commande publique orientée. Mais Philippe a raison, c'est l'Europe qui gère ces histoires de concurrence, etc. Et donc c'est là aussi qu'il faut pouvoir aller changer, faire bouger les choses, mais rien ne nous empêche d'intégrer, je pense, des clauses dans les appels d'offres à l'heure actuelle. Voilà. Dernière chose que disent souvent les acteurs, mais on va les interroger, c'est que les appels d'offres ils sont rédigés aussi de telle manière, c'est qu'il peut y avoir que Microsoft qui réponde en réalité. Voilà, c'est presque perverti à l'avance. Voilà, le pré-choix il est fait à l'avance. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter un point. Je l'avais mentionné rapidement, mais je pense que ça pourrait être un apport important de la part de votre commission, c'est d'essayer de définir et d'expliciter là où il doit y avoir de la commande publique et là où il doit y avoir des appels d'offres. Le cas de la plateforme des données de santé est assez particulier, c'est un GIP.
Ça a un gros avantage, et c'est un outil qui est de plus en plus utilisé par l'État, et donc il faut qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on gère les appels d'offres et la commande publique par ces GIP. Ça a un avantage parce que ça permet de pouvoir, notamment dans le domaine du numérique, et on va de plus en plus en avoir besoin avec l'IA, de pouvoir recruter des personnes avec des grilles tarifaires salariales qui ne sont pas du tout celles de la fonction publique classique. Or, ces expertises sont forcément en dehors du marché aujourd'hui de la grille de la fonction publique. Ces profils, ils ne sont pas rémunérés. Et si on veut en avoir pour l'État, il faut qu'on passe par des GIP. Mais du coup, les GIP sont loin de l'administration. Et on sent que les ministères n'ont pas forcément la main sur les GIP et que les directeurs généraux des GIP sont un peu des barons dans leur baronnie et qu'ils sont loin des règles qui sont appliquées au reste de la fonction publique et au reste de l'État. Donc je pense que ça serait intéressant de pouvoir repréciser les règles d'appel d'offres sur ces GIP. On voit un peu la même chose au titre de l'imprimerie nationale parce que c'est une entreprise qui appartient à l'État mais qui est une entreprise privée. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Enfin, je pense que la commission, votre commission aurait quelque chose à apporter là-dessus en clarifiant l'ensemble des périmètres. Voilà. Et je rejoins ce qu'a dit Madame la sénatrice. Je le redis sur l'appel d'offres notamment du ministère de l'Intérieur qui a été publié hier ou avant-hier. On fait expressément référence à du Microsoft dans l'appel d'offres. Je vous le fournirai, il est public de toute façon, donc il n'y a pas de sujet. Mais on demande à un prestataire de travailler sur du Microsoft. Et donc, qui aujourd'hui sait mieux faire que Microsoft, ou en tout cas des entreprises qui sont certifiées par Microsoft, parce qu'il y a toujours cette question de certification de la part des entreprises, et Microsoft est l'un des premiers certificateurs d'entreprises de services numériques, c'est forcément d'avoir des gens qui vont pousser pour que le contrat Microsoft puisse se perdurer, etc. Et donc il y a une forme d'adhérence qui devient une adhérence mortifère, puisqu'on ne peut même plus faire d'appel d'offres qui ne fait plus référence à Microsoft. Merci, monsieur le député. Monsieur Salmon? Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour votre exposé. On sent bien l'agacement et vraiment la recherche de davantage de transparence qui n'a pas l'air d'être vraiment le fait dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez exposé le fait plus français, mais en Europe, est-ce qu'il y a plutôt des bons élèves? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui arrivent à faire différemment? Et si oui, comment font-ils et de quoi peut-on s'inspirer? Et est-ce que vous pensez que c'est le niveau national est à la bonne hauteur ou vraiment c'est toute une industrie européenne qu'on doit mettre en place en s'appuyant sans doute sur un savoir-faire et des connaissances et des entreprises françaises? Mais quelle est la bonne échelle? Pour répondre à votre question, on se rend bien compte que ce n'est pas simplement un problème uniquement français. On le voit au niveau européen, il y a un certain nombre d'adhérences de la part du niveau européen, de l'échelon européen sur ces technologies américaines. On le voit avec la Commission, qui passe assez régulièrement des appels d'offres auprès d'hyperscalers américains. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux? Oui, mais ils ne sont pas forcément comparables à nous. Je pense notamment à l'Estonie, qui a développé un système très résilient et qui est indépendant des GAFAM. Mais ils ont créé ça à partir de rien dans la construction totale d'une administration numérique. En fait, ils n'avaient rien puisqu'ils sortaient de l'ère soviétique. Ils ont tout construit. Ils ont construit ça de façon autonome, en voulant s'affranchir de toute adhérence et de toute possibilité d'être bloqués parce qu'ils avaient une pression russe très forte. Donc, ils ont bâti un système très fermé qui marche très bien. Et ils l'ont bâti sur le phénomène de confiance. Et donc, pour faire en sorte que les citoyens puissent avoir vraiment confiance dans le système. C'est-à-dire que quand vous confiez votre donnée à l'État estonien, vous savez exactement où est-ce qu'est stockée cette donnée, qui y a accès, c'est-à-dire que vous avez même une information si quelqu'un d'autre que l'administration qui vous l'a demandé, je pense par exemple, vous déclarez vos revenus, c'est l'administration fiscale qui vous demande de déclarer vos revenus, vous savez exactement où est stockée l'information de vos revenus. Si quelqu'un d'autre au sein de l'administration a accès à cette donnée, vous avez un message vous disant qu'une autre administration a demandé à avoir accès à vos données. Et vous pouvez même descendre jusqu'au niveau de quel est le fonctionnaire qui a eu accès à la donnée.
C'est parce que chez eux, la confiance, mais c'est une conséquence de leur histoire. Et c'est pas forcément comparable avec nous parce qu'ils ont tout construit à partir de rien et ils sont un petit pays. C'est pas une critique, mais en termes de volume, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on regarde nos voisins, la plupart des pays européens, et c'est d'ailleurs la question qu'il va falloir qu'on se pose dans les jours qui viennent, c'est que si on doit taxer les services numériques américains, ça va coûter extraordinairement cher au budget des États européens. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites à Microsoft qu'on met 20% de droits de douane supplémentaires sur les licences, ils vont augmenter les prix de 20%. Qui va les payer? Ce sont les entreprises sur leur valeur ajoutée dans le secteur privé, et ça seront les budgets des États sur la partie étatique. Donc, il y a une adhérence très forte de l'ensemble des États européens sur ces solutions. Et je reviens au rapport de Mario Draghi. Il nous explique bien que la différence de croissance sur les 10 dernières années, ce sont uniquement que les services numériques. Donc, est-ce que la France doit rester tout seul dans son coin? Non, je pense que collectivement, l'Europe doit se réveiller et doit se poser des questions. Maintenant, il faut bien qu'on commence, nous aussi, à regarder dans notre propre budget comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, pour ne pas avoir ces adhérences, pour pouvoir changer. Et puis, c'est tout bête, mais moi, je préférerais aujourd'hui qu'on puisse avoir une suite numérique qui ne soit pas celle de Microsoft, qui soit celle d'une entreprise française, qui, du coup, fait de la valeur en France et peut investir, peut embaucher et payer des impôts en France. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises américaines dont on parle dans le numérique ne payent pas d'impôts en France, ne contribuent pas au budget. Elle nous explique qu'ils payent de la TVA. Oui, enfin, in fine, la TVA, c'est bien le citoyen qui le paye, enfin, le consommateur final qui le paye. Et les résultats sont plutôt généralement envoyés via des mécanismes fiscaux en Hollande dans un premier temps, puis en Irlande ensuite, ce qui fait qu'on n'en voit pas là du tout la couleur pour notre budget. Donc là, aujourd'hui, dans un moment où nous avons besoin de retrouver une capacité budgétaire, ça pourrait être bien aussi de pouvoir se poser ce type de questions, d'où l'une des préconisations que nous avions faites, qui était un Buy European Act. Donc je sais, vous partagez aussi, Madame la sénatrice, la volonté, qui est de dire nous devons faire comme les Américains le font avec leur propre commande publique, c'est prioriser la commande publique française et européenne, parce que nous sommes français et européens. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, c'est qu'on a en plus une opportunité avec ce que nous sommes en train de voter, qui est l'application de Nice 2, qui est en fait la mise en œuvre de dispositifs harmonisés au niveau européen pour que les entreprises se protègent, les collectivités territoriales se protègent. Elles vont réfléchir à quelles solutions elles vont faire appel. Et donc, il va y avoir un effet de ruissellement sur, en principe, l'industrie de la cyber, et c'est le moment pour la filière cyber de se renforcer, en tout cas qu'on fasse appel à une filière cyber française et européenne qui nous protège justement des lois extraterritoriales. Donc c'est là qu'il va falloir être très, très vigilant sur comment la commande publique va se construire et comment les acheteurs vont être informés et non pas désinformés, qu'il n'y a toujours pas de solution et qui subissent aussi le lobbying insensé. Il y a un vrai sujet sur le lobbying insensé de ces acteurs extra-européens. Vraiment, c'est du matraquage, de la lobotomisation permanente. En réalité, de ceux qui commandent. Du gratuit pour, voilà. Vous avez parfaitement raison. C'est un des enjeux de la transposition de Nice 2, c'est que les collectivités qui sont très loin de la partie cyber, il va falloir qu'on les acculture la partie cyber. Et donc forcément, elles vont se poser la question de savoir vers qui se tourner. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas clarifié les choses pour que la commande publique de ces collectivités aille bien vers des acteurs qui soient... parce qu'en plus, elles ont l'habitude, les collectivités, de faire appel. On l'a mis dans la loi assez régulièrement et on le rappelle régulièrement aux collectivités, elles ont envie d'utiliser des entreprises de leur territoire. Elles ont envie de proximité. On l'a fait pour les cantines, on l'a fait pour le circuit court. Bon. Sur la partie cyber, là, si aujourd'hui on ne fait pas attention à cette commande publique, comme en plus on va mettre le seuil normalement à 30 000 habitants, donc on sera quand même sur des communautés de communes, des agglos avec des montants relativement importants d'appels d'offres, et que si on ne fait rien, ça pourrait aller vers des entreprises américaines au lieu d'aller vers des entreprises de ce qu'on pourrait appeler la BITC, c'est-à-dire à l'image de ce qu'est la BITD pour la partie industrie de défense, qu'on ait une sorte d'industrie technologie de cybersécurité qui puisse nous permettre une forme d'autonomie stratégique sur le sujet. Sachant qu'on a vraiment, moi je reviens de Lille la semaine dernière avec le Forum in Cyber, qui est quand même le plus grand salon européen sur le sujet, on a des pépites. Et la plupart des Américains viennent voir ce que font les entreprises européennes, quitte à les racheter.
Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons à protéger notre industrie de cyber, et c'est un des sujets importants. Et le fait de pouvoir clarifier la commande publique, comme vous le faites dans le cadre de cette commission, permettra aux collectivités de pouvoir très certainement avoir des outils qui leur permettent de faire de la commande vers des entreprises françaises et européennes. Et ce qui me frappe dans vos propos et dans les travaux que vous avez réalisés, c'est que, je reprends le terme d'adhérence, qui est sans doute plus politiquement correct que le terme d'addiction, parce que c'est vrai que dans certains cas, ça pourrait presque confiner à cela. Il y a la profondeur historique aussi que vous avez rappelée. C'est vrai que les uns les autres, enfin, moi, si je prends mon cas, j'ai découvert l'informatique au milieu des années 90, l'arrivée des premiers ordinateurs, et c'était cet environnement Microsoft, et on a tous, enfin en tout cas pour ma génération, on s'est tous acculturés à cet environnement-là. Et à tel point qu'en vous écoutant encore ce matin, je me disais que peut-être l'un des vrais sujets, et ça rejoint ce que disait Madame Morin-Desailly sur la philosophie, c'est en fait d'engager une véritable révolution culturelle dans notre imaginaire, parce que, et c'est vrai qu'avec les relations internationales telles qu'on pouvait les connaître jusqu'il y a encore quelques années, finalement, les systèmes numériques ont presque fini par être considérés comme des biens communs. C'est-à-dire que tout cela était extérieur aux tensions géopolitiques, aux appartenances diverses et variées. C'était des biens communs au service de l'humanité. Et donc, finalement, quand on recourait à Microsoft, en réalité, c'était comme quand on travaillait sur le sujet de l'air, de l'eau. Tout ça, c'était partagé. Alors que, malheureusement, la situation nous rappelle à d'évidentes réalités, et que, de ce point de vue-là, la politique menée par Donald Trump nous sert sans doute collectivement d'électrochoc. Mais est-ce que sur ce sujet-là de révolution culturelle, à la fois à mener du côté des élus, probablement, mais aussi et principalement de ce que j'entends dans vos propos, au sein de l'administration ? Parce que si vous avez des chevilles ouvrières qui, à un moment donné, sont en capacité de décider, on fait un appel d'offres, on ne fait pas un appel d'offres, on est capable de sortir d'un environnement dans lequel on était impliqué depuis de nombreuses années, si vous disposez d'agents en capacité de mener cette révolution, aussi à contrario, vous avez des agents qui, dans le confort, peu importe la raison, mais veulent continuer comme avant, business as usual. Et est-ce que là, c'est pas l'une des clés aussi de la transformation de l'État et des pouvoirs publics sur ce sujet-là ? Pas que des pouvoirs publics et pas que de l'État. Mais oui, enfin, vous avez raison, il faut qu'on change culturellement notre façon de voir. Il y a une entreprise dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, mais qui, moi, m'inquiète beaucoup, parce que là, nous développons une adhérence avec elle qui est à peu près du même ordre que celle de Microsoft, c'est Salesforce. Salesforce, c'est un logiciel de relations clients qui est en train de phagocyter l'intégralité du marché. Or, changer un système de relations clients au sein d'une entreprise, c'est quelque chose de très compliqué, c'est un projet informatique très long, et on ne change pas sa façon de gérer sa relation client tous les 2 ou 3 ans. Donc, c'est un logiciel qui est dans les entreprises privées. Bon, elles font le choix qu'elles veulent faire pour une dizaine ou une quinzaine d'années. Ce qui est un peu plus gênant, c'est que la plupart des entreprises d'État, et quand je parle des entreprises d'État, je pense, alors c'est pas le bon terme, mais EDF, GRDF, la SNCF utilisent dorénavant du Salesforce. Et c'est une entreprise qui va avoir accès à des données hypersensibles. Alors, on n'est pas sur le niveau de sensibilité en définition juridique comme celle des données de santé, mais on est sur des données qui sont des données stratégiquement très sensibles. Et aujourd'hui, la progression de cette entreprise est aussi liée au fait que la plupart des ESN françaises proposent cette solution-là aux entreprises. Et donc, il y a un changement de culture aussi qu'il faut qu'on fasse auprès des ESN pour qu'elles aient le réflexe de se dire mais peut-être qu'il faut qu'on commence par proposer des solutions françaises, européennes, parce qu'il y a une question d'autonomie stratégique et de souveraineté. Et aujourd'hui, ça va être tout le travail que nous aurons collectivement à faire une fois que le texte résilience aura été voté, c'est que dans le mot résilience des entités critiques notamment, on puisse avoir l'idée il faut qu'il y ait une forme d'immunité aux règles extraterritoriales américaines, et il faut qu'on ait la possibilité d'avoir des systèmes sur lesquels on puisse rebondir.
Or, aujourd'hui, s'il n'y a plus qu'un seul logiciel sur le marché qui fait de la relation client, on n'aura pas la capacité. Et donc, on va se retrouver dans le même cas que Microsoft en disant, bah oui, mais il n'y a rien d'autre. En fait, on laisse ça. Donc, il faut qu'on change culturellement les choses. Vous avez raison. Il faut qu'on le change pour maintenant, mais aussi pour l'avenir. Oui, si je parlais des pouvoirs publics, c'est parce Oui. que ça correspond au périmètre de notre commission d'enquête, mais je souscris tout à fait aux propos que vous venez de tenir pour les acteurs privés. Chers collègues, est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Oui, monsieur le rapporteur. Oui, moi, je vais descendre d'un cran, elle était un petit peu partie. Bref. Je vais revenir au problème de l'UGAP. Donc, apparemment, chaque fois qu'il y a un appel d'offres de nos ministères, notamment la santé, on repasse par l'UGAP. Votre sentiment là-dessus, parce que c'est un peu trop facile de dire on ne fait pas d'appel d'offres, mais on délègue à l'UGAP. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour bloquer un peu cette décharge un peu trop facile vers l'UGAP pour faire un appel d'offres qu'on ne sait pas faire? Oui, je pense qu'il faut, ça pourrait être un gros apport de votre commission, c'est de redéfinir les règles d'utilisation de l'UGAP, quand est-ce qu'on peut les utiliser, comment ça fonctionne. Dans le domaine du cloud, l'UGAP, quand un appel d'offres, alors j'ai plus les tarifs complètement en tête, mais quand il y a un marché de 100 €, il y a 17% qui va au prestataire qui a référencé la solution qui est utilisée dans le cadre de l'UGAP. Donc il y a une sorte de prime à l'utilisation de l'UGAP en plus. Donc ce qui, moi, aujourd'hui, m'intéresserait, c'est que vous puissiez redéfinir les règles d'utilisation de l'UGAP. C'est trop facile aujourd'hui d'entendre le Health Data, la plateforme des données de santé nous dire il n'y a pas besoin d'appel d'offres parce que de toute façon, on a eu recours à l'UGAP, donc c'est légal. Alors, ça peut éventuellement s'entendre quand on est dans une expérimentation de préfiguration, mais pas quand on a la totalité de la copie du SNDS à devoir gérer, c'est-à-dire les données de santé pendant 40 ans de 60 à 70 millions de Français. Là, on n'est plus du tout dans simplement quelque chose qui nécessite un petit logiciel dans un coin et qu'on peut prendre avec l'UGAP. C'est beaucoup plus gros que ça et ça nécessite de faire autre chose. D'autant qu'on a des solutions qui existaient. Donc je pense qu'il faut que, voilà, si j'ai pas de conseils à vous donner, mais je pense que là, il y a un vrai point sur lequel vous avez à interroger et à vous interroger et éventuellement à pouvoir changer les règles ensuite en disant, jusqu'à tel critère, on peut utiliser l'UGAP, mais à partir de ce critère, au-dessus ou en dessous, il faudra définir ces critères. C'est forcément un appel d'offres. Il va falloir faire quelque chose parce que c'est effectivement une solution de facilité. Et moi, pour revenir sur la partie cybersécurité, si on ne change pas les règles et qu'on ne prend que des solutions sur étagère, et quand vous allez sur le site de l'UGAP, vous allez voir sur la partie cloud que je maîtrise le mieux, systématiquement, ce sont des solutions étrangères américaines qui sont mises en vitrine. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que c'est comme un acheteur, il veut quelque chose de simple et il prend la première chose qu'on lui présente et qui semble à peu près correspondre. Il ne va pas chercher plus loin. Et c'est pas lui faire offense, mais quand vous mettez en vitrine quelque chose, c'est fait pour que ça soit acheté en fait. Et l'UGAP ne met pas assez en vitrine les produits européens et français. Sans compter toutes les marges de manœuvre qui sont prises au passage, au détriment du financement, des finances des collectivités territoriales, quand parfois passer directement sans l'UGAP permettrait de gagner de l'argent. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup, Merci à vous. monsieur le député. Nous ne manquons pas de poursuivre nos échanges dans les semaines qui viennent. Merci pour votre contribution. Merci à vous.